Du coup, je vous proposais donc un tour d'horizon des contributions des 5 pays de notre étude, qui sont le Laos, le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande et la Corée du Sud. Je vais commencer très brièvement avec le Laos. Comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, le Laos a assumé depuis des décennies un fort attachement à la non-ingérence, au point que ce principe est inscrit dans sa constitution. C'est un pays qui a initié une ouverture très progressive à l'international dans les années 90, notamment en rejoignant l'Organisation internationale de la francophonie en 1991, puis l'ASEAN en 1997. Cependant, c'est un pays qui n'a pas déclaré d'intérêt particulier pour les opérations de paix, qui pour lui sont une forme d'ingérence et ne sont pas compatibles avec ses valeurs constitutionnelles. Il ne faut pas exclure une possibilité d'évolution de cette position, mais il ne faut pas s'attendre à un revirement pardon, dans des temps proches. Donc, dans un premier temps, le Laos qui ne contribue pas. Dans un deuxième temps, je voudrais vous parler plus amplement du Cambodge. Le Cambodge a actuellement 781 personnels déployés à travers le monde dans le cadre d'opérations de maintien de la paix. Il participe actuellement à la MINUSMA, la MINUSCA, la FINUL, la MINUS et la FISNUA. En termes de philosophie, de valeurs clés de cette implication, le Cambodge voit dans sa participation aux opérations de paix une façon de rendre à la communauté internationale ce qui lui a été apporté. C'est un pays qui est passé du statut de pays hôte d'une opération de paix à pays contributeur. Sa compétence clé et celle qu'il faut absolument retenir, c'est le déminage. Il faut aussi compter sur ses capacités d'ingénierie multirôle. C'est un pays qui prouve de très bonnes capacités habilitantes. Pour comprendre cette capacité de déminage, il faut revenir un petit peu en arrière dans le temps, puisque avec le conflit qui prend fin au début des années 90 sur son territoire, le Cambodge fait face à un large problème de déminage sur son territoire qui va l'amener à développer une capacité nationale. C'est en transformant son centre national de déminage en centre des nationales de forces de maintien de la paix, de déminage et de gestion des déchets que le Cambodge crée un centre de formation au maintien de la paix et crée son outil d'entrée en matière de maintien de la paix. Donc, c'est un pays qui est passé d'une capacité de déminage au niveau national et qui l'a transformé en capacité de déminage au niveau casque bleu. Cette capacité très spécifique lui a permis de prendre une forme de leadership sur cette compétence spécifique, ce qui veut dire que le centre accueille très régulièrement des élèves et des formations qu'il dispense auprès d'États de la région. Donc, cela lui donne un rayonnement régional et lui a permis d'avoir tissé des liens avec de nombreux pays de la région qui recherchaient cette compétence spécifique. Sur les points plus transversaux de notre étude, donc le français et les femmes, je voudrais revenir sur cette maîtrise du français au sein des troupes cambodgiennes. Il faut savoir que le français est favorisé dans l'école du maintien de la paix et que de nombreux officiers et sous-officiers maîtrisent la langue française, ce qui leur vaut un avantage conséquent sur le terrain. En termes de place des femmes dans l'armée cambodgienne, actuellement, elles représentent 13% des troupes déployées et le Cambodge s'est fixé pour objectif d'atteindre 20% d'ici l'année 2024. Il faut savoir que le Cambodge bénéficie depuis cette année des fonds elle est bénéficiaire du fonds de l'initiative ELSI pour le maintien de la paix qui favorise et soutient les initiatives favorisant le recrutement des femmes dans les opérations de paix. Donc voilà pour une première vue d'ensemble de ce que fait le Cambodge et je suis sûre que le brigadier général Séririt Kam pourra nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Passons maintenant au troisième pays de notre étude, le Vietnam. Actuellement, le Vietnam déploie 80 personnels. Alors, ce sont les chiffres d'avril. Sachez ce chiffre a déjà évolué. Malheureusement, nous n'en avons pas des plus récents, mais nous avons une estimation. Puisque le Vietnam a déployé dans le courant du mois de mai et du mois de juin 184 militaires supplémentaires dans le cadre de son appui à la FISNUA. Donc, on passe d'un pays
qui était à 80% de personnel au total, à un pays qui a plus de 200 troupes actuellement déployées. Malheureusement, ça ne se retrouve pas encore dans les statistiques officielles de l'ONU, mais ça ne saurait tarder. Le Vietnam est actuellement présent dans 3 missions, la MINUS, la MINUSCA, et puis je viens de le mentionner, la FISNUA, qui est un tout nouvel engagement que le pays a commencé au début de l'année 2022. C'est aussi le pays le plus récent de notre étude à avoir initié une contribution aux opérations de paix, donc depuis 2014. Et puis on voit bien en 2022 un vrai coup d'accélérateur dans cette contribution. En termes de compétences clés, ce qu'il faut retenir dans les capacités du Vietnam, ce sont ses capacités médicales. Il faut savoir que l'armée vietnamienne est composée de plus de 400 000 soldats actuellement. Eh bien, 50 000 sont membres du personnel médical. Donc, il y a une vraie capacité de fond dans ce secteur pour cette armée. C'est une capacité qui est particulièrement pertinente à l'heure du Covid, puisque, par exemple, les forces vietnamiennes ont été capables de mettre en place la construction et l'équipement d'hôpitaux de campagne au Soudan du Sud. En matière de formation, le pays a créé en 2014, donc de manière assez récente, concomitant à son engagement récent au maintien de la paix, le Centre de formation nationale du département vietnamien des opérations de maintien de la paix. Ce centre, comme je vous l'ai signalé, est assez nouveau, donc la structuration de ces réseaux internationaux est encore en cours, mais on peut voir en tout cas une volonté de bien faire, même si il y a eu quelques couacs au niveau international, car le fonctionnement de l'armée vietnamienne diffère quelque peu des normes internationales, donc il y a quelques ralentissements en la matière. Il faut quand même souligner que le Vietnam vient d'accueillir pour la première fois le séminaire annuel de l'AAPTC, donc l'Association of the Asia Pacific Peace Operation Training Center, qui est donc un organisme régional et ce qui lui a permis d'accroître son rayonnement. C'est une organisation qui a pris un petit peu de retard en raison de la Covid. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de ce centre national de rayonner au niveau régional, mais malheureusement, c'est un rayonnement qui a pris du retard en raison des conditions et du contexte. En matière des 2 enjeux transversaux qui nous intéressent, le français et les femmes, le Vietnam a pris conscience de son besoin de français suite à sa mission en République centrafricaine qui lui a valu quelques couacs. Donc, il y a une volonté de la part des élites vietnamiennes d'accroître la part du français. Reste à savoir si ce sera suivi d'actes concrets au niveau politique. En matière de femmes, le Vietnam n'a pas à rougir de la présence des femmes dans ses rangs, puisque 20% des troupes en 2021 sont des femmes. Il faut noter que les 2 premiers postes déployés en 2014 par le Vietnam ont été assurés par des femmes. Donc, il y a une vraie volonté au niveau de l'armée vietnamienne de mettre en avant ces femmes qui ont déjà une place déjà bien affirmée et bien assise dans l'armée vietnamienne. Je vous propose maintenant de faire une prochaine étape à traverser l'Indochine pour aller jusqu'en Thaïlande. Alors, la Thaïlande est un pays qui contribue actuellement à hauteur de 292 troupes à travers le monde, et ce, à travers 2 missions principales, la MINUS et le GOMNUIP. C'est un pays qui a montré une forte appétence, un fort engouement pour la contribution aux opérations de paix dans les années 90 et les années 2000. Il a contribué par exemple aux opérations de paix au Cambodge et au Timor, mais aussi plus tard en Sierra Leone, au Burundi, au Soudan, au Népal, bien encore au Darfour. Cependant, on a pu assister à un fort ralentissement de cette contribution à la fin des années 2000 et au début des années 2010, au point où le pays n'a pas renouvelé ses contributions aux alentours de 2014. Il y a eu un vrai frein. Pour comprendre ce ralentissement, il faut regarder ce qui se passe au niveau national, puisque le pays est touché par plusieurs coups d'État. Il est marqué par de fortes tensions politiques au niveau national. Donc, il a une forme de resserrement de ces enjeux au niveau national.
Finalement, les tensions nationales se sont progressivement apaisées, ce qui a permis une reprise des contributions du pays aux opérations de paix, avec en 2018 un nouveau déploiement au sein de la MINUS au Soudan du Sud. En termes de compréhension du maintien de la paix et de ce que le pays aime à mettre en avant, la Thaïlande est très attachée à ce qu'on appelle la coopération civilo-militaire. Donc, il y a beaucoup de programmes d'accompagnement en ce sens, notamment un fort accent sur les capacités d'accompagnement post-conflit. Alors, on a vu qu'actuellement, le pays a quand même une contribution réduite par rapport à ce qu'a été sa contribution historique dans les années 90 et 2000. Actuellement, les troupes qui sont déployées sont surtout des troupes issues du génie infrastructure. Ceci dit, la Thaïlande a démontré ces 30 dernières années une grande diversité de capacités techniques de soutien, de type génie, de type construction, réhabilitation de routes, déminage, collecte d'armes dans le cadre d'opérations de désarmement. Donc, on a un vrai vivier. La question, c'est ce vivier est-il encore actif? En matière de formation, la Thaïlande a créé en 2006 le Royal Thai Armed Force Peace Operations Center. Malgré la contribution modeste du pays ces dernières années, ce centre a quand même réussi à se créer un fort réseau de coopération dans la région. Et notamment, il anime main dans la main avec l'Australie 2 fois par an le Pirab Jabiru, qui est un exercice de maintien de la paix internationale qui réunit des participants issus de 22 pays de la zone Indo-Pacifique. Donc on voit bien que la Thaïlande a créé un vrai tissu régional d'échange et de participation avec les autres pays contributeurs. Sur les 2 enjeux transversaux qui nous intéressent, le français et les femmes, le français est surtout présent parmi les hauts gradés en Thaïlande, mais le pays veut relancer cette présence du français et a initié en 2017 un partenariat avec l'Alliance française. On a donc une volonté du pays d'accroître la part de ces soldats parlant français. En termes de femmes, actuellement, dans les troupes qui sont déployées dans les opérations de maintien de la paix, parmi ces 292 troupes, environ seulement 6% sont des femmes, mais la Thaïlande s'est fixé comme objectif d'atteindre le chiffre de 15% dans le cadre de ses engagements sur l'agenda 1325, Femmes, Paix et Sécurité. Il faut noter que la Thaïlande a une appétence particulière pour les enjeux de violences sexuelles liées au conflit en termes de prévention et de suivi de ces cas, ce qui peut être une compétence particulièrement intéressante pour les pays d'Afrique et des opérations de paix déployées dans les pays africains francophones. La Thaïlande dispose également d'un vivier intéressant de femmes agentes pénitentiaires. L'heure tourne, donc je vais désormais me tourner vers le dernier pays de cette étude qui est la Corée du Sud, qui a actuellement 548 personnels déployés au sein de 5 missions différentes, la MINUS, la FINUL, la GOMNUIP, la MINURSO et la FISNUA. C'est un pays qui a une contribution très régulière depuis le début des années 90, avec un pic dans les années 2010. Sa philosophie et sa vision du maintien de la paix, c'est un pays qui veut renforcer son lien avec la communauté internationale parce qu'il voit cette contribution au maintien de la paix comme une façon de remercier la communauté internationale qui, dans sa très grande majorité, apporte son soutien à la Corée du Sud dans le cadre des tensions avec la Corée du Nord. Ceci dit, c'est un pays qui a une forte réticence à perdre des hommes, notamment suite à son engagement auprès des Américains dans la guerre du Vietnam, ce qui lui vaut une certaine frilosité. En termes de capacité, là encore, on est dans des capacités habilitantes, beaucoup de capacités d'ingénierie, souvent avec un apport technologique très important et une technicité très ciblée. Par exemple, la création de panneaux solaires, de digues anti-inondation ou bien encore de collecte de preuves cybernétiques dans le cadre d'enquêtes de police. C'est un pays qui bénéficie aussi d'une expertise médicale avancée. En matière de formation, le pays a créé en 1995 son Centre des opérations de paix internationale de Corée, dit KIPOCENT, qui bénéficie désormais d'un volet policier aussi via le Peacekeeping Training Center, qui est un département de la Korean National
National Police University. C'est aussi un centre qui s'inscrit régulièrement dans les dynamiques régionales et dans les échanges de formation. En termes de français et de place des femmes, qui sont donc les deux grands aspects qui nous intéressent, la Corée du Sud n'a pas initié de dynamique particulière en matière d'apprentissage du français. On peut quand même relativiser cette situation qui n'est pas idéale par le fait que la Corée du Sud n'a rejoint l'OIF qu'en 2016 et elle n'est à ce jour que membre observateur. Donc, elle n'a pas encore une action très active par rapport à d'autres pays de notre étude en matière de francophonie. Il y a donc peut-être, et j'en suis sûre que beaucoup de partenaires ici l'auront saisi, une opportunité à saisir sur la question du français et de l'apprentissage du français en Corée du Sud. En matière de la place des femmes et des femmes casques bleus, la Corée rencontre une difficulté de fond à recruter des femmes, y compris au niveau national. Actuellement, dans leurs opérations de paix, environ 5% de leurs troupes sont des femmes. Et dans leur armée nationale, tout poste confondu, il s'agit de 6,5%. Donc, il y a une vraie difficulté de l'armée coréenne à recruter des femmes. Lors de la ministérielle de Séoul, elle s'est fixé un nouvel objectif pour tenter de recruter plus de femmes et elle s'est fixée comme chiffre concret 25% d'effectifs d'ici à 2028. Comme vous pouvez le voir, c'est un challenge de taille. Alors, pour faire un petit peu le tour de ce qu'on vient d'évoquer, et parce que l'heure tourne, comment est-ce qu'on met ça en perspective avec les missions qui sont actuellement actives en Afrique, MONUSCO, MINUSMA, MINUSCA? D'abord, ces pays ont une capacité francophone qui est intéressante. Mais cette capacité francophone, elle se couple à une série de capacités techniques qui peuvent répondre aux besoins des trois missions que j'ai mentionnées précédemment. D'abord, des capacités médicales, comme on a vu avec le Vietnam, mais aussi avec la Corée du Sud. Ces capacités médicales sont utiles en temps de Covid, mais pas seulement, puisque on a vu avec Ebola qu'il y a un vrai risque d'épidémie dans les pays où sont actuellement déployées des opérations de paix. En parallèle, une autre capacité technique que ces pays proposent, ce sont les capacités de déminage, particulièrement avec le Cambodge, qui a en plus plutôt une maîtrise avancée du français. Des Cambodgiens, en tout cas, qui ont une maîtrise assez avancée du français. En quoi c'est intéressant pour les missions? Eh bien, on a vu ces derniers mois et ces dernières années un fort accroissement du risque d'attaque par engins explosifs improvisés contre les casques bleus. Je pense notamment à la MINUSMA, qui, il me semble, a plus de 200 casques bleus qui ont été tués par ce type d'engin depuis la création de la mission. Donc, on a un vrai besoin des missions en matière de déminage. Et là, on a vraiment une opportunité qui est à saisir. Et puis, dans un autre temps, vous avez des capacités de soutien, des capacités habilitantes, avec notamment le profil de la Thaïlande, qui a une forte appétence pour la construction de la paix et la construction de liens avec les communautés, qui est un enjeu qui se pose évidemment beaucoup pour les missions qui ont besoin de se légitimer auprès des populations. Même si on pourrait s'interroger sur la capacité aussi de la Thaïlande à réactiver d'autres capacités qu'elle a prouvées précédemment avant la suspension de ses contributions, qui étaient des capacités notamment de déminage, mais aussi de collecte d'armes et de désarmement, qui sont des outils qui pourraient être particulièrement utiles. Je pense notamment à la MINUSCA, avec la mise en place des accords de paix de 2019 qui inclut un programme DDR. De manière plus générale, cette étude émet plusieurs recommandations transversales. Vis-à-vis du français, elle encourage le département des opérations de paix à inclure une forme de recensement des capacités linguistiques des personnels déployés, ne serait-ce que pour comprendre les capacités linguistiques et pour prendre en compte ces capacités linguistiques qui ont une plus-value réelle sur le terrain. Auprès des acteurs de la francophonie, l'étude encourage à soutenir l'apprentissage du français dans les centres de formation des 5 pays de l'étude,
enfin 4 du coup, 4 sur 5, puisque le Laos n'a pas de centre de formation au maintien de la paix. Un des enjeux sur lequel les acteurs de la francophonie pourraient travailler est la nécessité d'être ouvert à un dialogue dans une autre langue que le français, puisque promouvoir le français peut aussi passer par l'intermédiaire d'autres langues. Et malheureusement, dans les écoles concernées, si certains personnels en formation parlent français, ce n'est pas toujours le cas des équipes encadrantes, des équipes administratives ou bien des superviseurs qui se trouvent dans leur ministère de l'armée ou ministère de la Défense. Et puis, dans un dernier temps, en matière d'accroissement de la place des femmes dans les opérations de paix, cette étude estime qu'il y a une vraie opportunité à saisir, puisque les pays visés par l'étude sont en train d'accroître la part des femmes au sein de leurs opérations de paix. Ce sont des pays qui jouent le jeu, qui font des efforts conséquents en ce sens, et au sein d'armées où les femmes sont traitées à égale compétence que les hommes. Je pense que c'est un bon tour d'horizon de ce travail et je vais me permettre de rendre la parole à Federico Santopinto.